Voilà. Entre le Niger et l'Union européenne, qui a viré l'ambassadeur Salvador Pinto da França? Qui l'a viré? L'Afrique veut savoir la vérité dans cette affaire. L'ambassadeur de l'Union européenne, nous l'apprenons il y a quelques jours, a été... Merci Emma. L'ambassadeur a été rappelé en Europe. Mais qui a déclenché son rappel? L'ambassadeur s'est-il auto-désactivé de Niamey? L'ambassadeur a-t-il été désactivé, débranché par les autorités nigériennes? Ou l'ambassadeur a-t-il été débranché par les autorités européennes? Il y a deux thèses qui s'affrontent. Selon l'Union européenne, l'ambassadeur a été rappelé lorsque l'Union européenne a constaté que l'action de l'ambassadeur était entravée par les autorités nigériennes. Notamment l'action de cet ambassadeur dans le domaine humanitaire. Voilà la quintessence du communiqué de l'Union européenne. L'Union européenne prétend avoir, ces derniers jours, rappelé son ambassadeur, Salvador Pinto da França, lorsqu'elle s'est rendue compte que son ambassadeur, eh bien, était gêné dans sa mission. Il était gêné par les autorités nigériennes. Autrement dit, l'Union européenne revendique d'avoir pris la responsabilité de mettre à l'abri son ambassadeur, ou plutôt de le prendre pour lui donner, eh bien, un peu plus d'outils de travail, avant qu'il ne rejoigne peut-être à nouveau éventuellement son poste. Voilà la version de l'Union européenne que nous avons retrouvée très facilement en cherchant, n'est-ce pas? Je vais vous lire un peu les termes utilisés par l'Union européenne elle-même dans cette affaire, parce que il ne faut pas critiquer Union européenne, Niger. Je suis allé sur le site de l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne au Niger. Et voici ce qui est écrit sur le site. Déclaration du porte-parole sur les derniers événements au Niger. Ça datait du 23/11/2024. Il est dit ceci. L'Union européenne a pris connaissance du communiqué des autorités de transition du Niger remettant en cause les modalités et la gestion par la délégation de l'Union européenne de l'aide humanitaire apportée aux victimes des graves inondations ayant frappé le pays. L'Union européenne fait part de son profond désaccord avec les allégations et justifications avancées par les autorités de transition. En conséquence, l'Union européenne a décidé de rappeler son ambassadeur de Niamey pour consultation à Bruxelles. Face à la crise que traverse le Niger, l'Union européenne a toujours indiqué vouloir continuer à soutenir la population. L'aide humanitaire est essentielle, elle est apportée de manière neutre, impartiale et indépendante et est mise en œuvre par des agences des Nations Unies et des organisations et ONG internationales. Rien ne devrait justifier l'instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques. Fin de citation. Ça, c'est la déclaration, eh bien, du porte-parole de l'Union européenne sur les derniers événements. D'accord? Donc, selon l'Union européenne, c'est elle qui a rappelé son ambassadeur quand elle s'est rendue compte que l'action de son ambassadeur faisait l'objet d'une entrave. Bon. Mais, allons écouter la version des autorités nigériennes sur le rappel de l'ambassadeur. Et voici ce que nous lisons. Je m'en vais chercher ce que les autorités nigériennes nous ont dit. Il a dit ceci. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a pris connaissance du communiqué de l'Union européenne du 23 novembre 2024, à travers lequel elle a d'une part exprimé son désaccord avec les raisons invoquées par le Niger relativement à la gestion de l'aide humanitaire aux victimes des inondations et d'autre part, rappelé en consultation son ambassadeur au Niger. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur tient à préciser ce qui suit. Le gouvernement de la République du Niger n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations, en moins à l'Union européenne, du moins à l'Union européenne. Du reste, le gouvernement nigérien avait décidé en toute souveraineté de prendre en charge sur fonds propres les dégâts causés par les inondations. Deuxième précision.
L'annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées, ce qui est contraire aux usages diplomatiques maintes fois rappelés par les notes verbales circulaires adressées aux missions diplomatiques, post-consulaires et organisations internationales accréditées au Niger, précisant notamment que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur est leur unique interlocuteur. Cela implique que même au cas où cette aide est sollicitée, elle devait se faire à travers le dit ministère. Troisième précision. Pire, en dépit de ce qui précède, l'aide a été acheminée dans des régions par le biais des ONG, choisies par la délégation de l'Union européenne à Niamey, dans une opacité totale. Quatrième précision. Cette attitude de mépris à l'endroit des autorités nigériennes a conduit le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a convoqué le 14 octobre 2024 l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, dont le nom est d'ailleurs assez révélateur. Lors de cette convocation, il lui a été signifié de mettre fin aux opérations en cours. Cinquième précision. Nonobstant cette mise en garde, le gouvernement a fait 2 mois plus tard le constat amer de la poursuite et l'exécution des opérations non autorisées. Au regard de cet entêtement qui dénote un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, n'est plus possible et a par conséquent demandé officiellement son rappel et remplacement dans les plus brefs délais. Il apparaît dès lors que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non celle de l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger réaffirme l'engagement du Niger à travailler avec tous les pays et organisations internationales épris de paix et de justice, dans le respect de sa souveraineté, sa dignité, des choix stratégiques nationaux et des intérêts de ses populations. Fait à Niamey le 24 novembre 2024. Quel communiqué lumineux. Vous avez entendu? Voilà la version des autorités du Niger. Et maintenant, nous posons la question. Qui faut-il croire entre les deux? Sans hésitation, je considère que le communiqué nigérien est beaucoup plus véridique. Pourquoi? Parce que le communiqué nigérien est daté. Le communiqué nigérien est daté. Et la deuxième raison, c'est que le communiqué nigérien nous reconstitue les raisons du désaccord avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Alors que le communiqué de l'Union européenne ne reconstitue pas les raisons du désaccord avec le Niger. Enfin, il y a une troisième raison. C'est que le communiqué nigérien colle avec les faits que nous avons observés. En tant qu'observateurs, nous n'avons pas vu le Niger lancer, on va le voir, un appel à l'aide internationale quand les inondations l'ont frappé. Les autorités nigériennes ne sont pas sorties dire « Venez tous chez nous ». Et nous allons voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Voilà pourquoi, étant établi pour ces 3 raisons, que le Niger, non seulement a précisé que c'est lui qui a pris l'initiative de soulever un problème, et l'initiative de renvoyer l'ambassadeur de l'Union européenne, de demander à ses autorités de le reprendre, le Niger donne les détails sur l'objet du différend, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, et le Niger nous donne un indice sur le fait qu'il n'était même pas demandeur. Quand il dit, nous n'avons jamais fait appel à l'aide internationale quand les inondations nous ont frappés. Nous avons donc 3 éléments en faveur du communiqué nigérien et il y a 0 élément en faveur du communiqué de l'Union européenne. Car ce communiqué, justement, ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé. Il ne donne pas les dates. Il n'évoque pas la convocation de l'ambassadeur Salvador Pinto da França. Ce communiqué ne donne pas le détail du désaccord, pourquoi les autorités nigériennes ne sont pas d'accord. Et puis ce communiqué ne colle pas au fait. Le Niger n'a pas demandé à l'Union européenne de l'aide. C'est vrai ou c'est faux? Quand il y a eu des inondations au Niger,
Où est-ce que les Nigériens, le gouvernement nigérien est sorti pour dire à l'Union européenne, venez nous aider? Vous avez vu ça où? On attend. Alors, puisque le communiqué nigérien est beaucoup plus honnête, beaucoup mieux fourni, il nous faut donc analyser ce communiqué pour mieux comprendre la vérité. Parce que ce communiqué-là est beaucoup plus riche que ce que vous avez entendu. Nous allons écouter le communiqué par un commentaire, paragraphe par paragraphe. Il y a beaucoup dedans. Comprenez? Regardons. 1. Le gouvernement de la République du Niger n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations, du moins à l'Union européenne. Ce premier point, vous le validez avec moi, oui ou non? Si l'Union européenne a la preuve du contraire, qu'elle publie un appel à l'aide humanitaire que le gouvernement nigérien lui aurait adressé quand il y a eu les inondations. Pourquoi le gouvernement nigérien a-t-il refusé de lancer cet appel? Il l'explique dans le même paragraphe. Du reste, le gouvernement nigérien avait décidé en toute souveraineté de prendre en charge sur fonds propres les dégâts causés par les inondations. C'est parce que désormais, on a au Niger un gouvernement qui sait que les appels à l'aide humanitaire sont souvent l'occasion de l'affaiblissement de la souveraineté des pays africains. La mendicité humanitaire africaine est l'une des voies par lesquelles les puissances étrangères qui tiennent à continuer à exploiter l'Afrique, eh bien, fragilisent l'Afrique pour l'exploiter. Le Niger l'a compris. Le Niger a compris que quand il y a des catastrophes naturelles, il ne faut appeler à l'aide que des pays qui respectent votre souveraineté. Les pays qui ne respectent pas votre souveraineté, il ne faut pas les appeler. Car vos catastrophes humanitaires sont l'occasion pour eux de vous infiltrer. L'occasion pour eux de vous affaiblir davantage. L'occasion pour eux de vous espionner. Ces catastrophes humanitaires sont l'occasion pour eux de faire avancer leurs plans géopolitiques, géostratégiques, économiques, leurs plans de déstabilisation contre vous. À la tête du Niger, c'est clairement compris et maîtrisé. Et c'est dit dans le premier paragraphe. Pour la souveraineté du Niger, le Niger a compris qu'il n'a plus intérêt à ouvrir les quatre portes du pays à la moindre catastrophe naturelle. Pour mémoire, quand le Maroc a été frappé par les tremblements de terre, vous n'avez pas vu la réaction des autorités marocaines? Il y a eu à un moment donné une espèce d'assaut d'humanitarisme vers le Maroc. Le roi du Maroc a vu clair dedans. Il a dit non, on n'est pas un pays pauvre. On peut déjà bien se débrouiller. Et nous n'allons accepter ici que ceux qui sont compatibles avec notre souveraineté. Voilà comment le Maroc a refusé une partie de l'aide humanitaire internationale. Tout le monde a vu, non? Bon. Donc le premier paragraphe nous renseigne. Par souveraineté, le Niger n'a pas ouvert les quatre portes de son pays. Il n'a pas ouvert son pays aux 80 pour dire venez tous, mes cocos. Pendant qu'on demande à vos armées de se retirer de notre sol, pendant qu'on vous demande d'arrêter de vous ingérer dans nos affaires, on vous demande de venir vous mêler de nos affaires humanitaires. Profitez des catastrophes humanitaires pour faire venir des espions en tunique de médecin, pour faire venir des espions en robe d'infirmière. Profitez-en. Le Niger a vu dedans. À Abidjan, on appelle ça voir dedans. Ils ont vu dedans que les inondations auraient pu être l'occasion d'autres inondations, des inondations d'espions. Vous avez compris? À la tête du Niger, il y a des hommes qui savent de quoi il est question. Mieux vaut les inondations d'eau que les inondations d'espions. L'eau, on sait d'où elle vient. Les espions, on ne sait pas d'où ils viennent. L'eau, on sait ce qu'elle peut faire. Les espions, on ne peut pas tout à fait savoir ce qu'ils peuvent faire. Et donc le Niger a préféré gérer ces inondations d'eau que de s'exposer à des inondations d'espions. Écrivez ça. Le président Tiani, il voit dedans. Il voit. Le CNSP voit dedans. Deuxième paragraphe. L'annonce de cette aide non sollicitée. Ah, qu'est-ce que c'est que ce Niger-là est succulent? Le Niger nouveau. Le Niger que nous aimons. Le Niger du Laboussani, nos Anchan Kassani. Quand le Niger ne vous a pas demandé l'aide, ne venez pas lui donner votre aide. Le Niger dit l'annonce de cette aide non sollicitée. On ne vous a rien demandé. On ne vous a pas sonné. On ne vous a pas demandé de venir avec votre aide de l'Union européenne. Vous venez avec ça. On ne vous a pas demandé. Non seulement on ne vous demande rien,
Mais vous faites tout pour amener quelque chose. Ça veut dire que vous avez une autre intention. Tu veux aider quelqu'un, il te dit, laisse-moi tranquille. Tu veux aider quelqu'un, il dit, je ne t'ai rien demandé. Mais tu forces la personne. Ça veut dire que tu as un autre objectif derrière ton aide. Alors, l'annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées. Et voici des gens qui décident d'aider le Niger sans en informer d'abord le Niger. Ils informent le monde entier qu'ils ont décidé d'aider le Niger. Ils font leur décision et ils mettent les autorités nigériennes devant le fait accompli. Le Niger rappelle que le fait d'annoncer qu'on va aider humanitairement le Niger, alors même qu'on n'en a pas informé au préalable les autorités nigériennes, est une marque de mépris. C'est un manque de respect envers, justement, l'État du Niger et son peuple. Qui plus est, les nouvelles autorités nigériennes ont par plusieurs fois rappelé que désormais, il y a un protocole à respecter si on propose au Niger. Cette aide-là doit être examinée. Les conditions d'acheminement, les personnes qui l'acheminent doivent être examinées. Et seul le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, seul lui est habilité à dire oui à cette aide A, oui à cette aide B, non à cette aide C, non à cette aide D, oui à cette aide E. C'est lui et lui tout seul qui décide. Or, l'Union européenne s'est comportée comme si c'était elle le ministère des Affaires étrangères du Niger. Elle décide d'apporter de l'aide humanitaire au Niger. Elle n'attend pas l'accord des autorités nigériennes. Elle les informe du fait accompli. Et elle déclenche les procédures de distribution de cette aide sans être passée par le canal étatique approprié. Quel manque de respect. À Abidjan, nous on appelle ça foutaise. Ils ont des foutaises à l'UE. Ce sont des foutaises. Foutaises gros grains. Foutaises Pro Max. Ce sont des foutaises. Vous venez avec une aide humanitaire qui ne vous a pas été demandée. Vous faites entrer cette aide par des canaux qui ne vous ont pas été autorisés. Vous la distribuez à des personnes qui ne sont pas assermentées. Et vous voulez en profiter pour faire entrer des gens qu'on n'a pas invités. Des gens qu'on ne veut pas voir au Niger. C'est trop. C'est trop de manque de respect pour l'Afrique. Paragraphe suivant. Pire, en dépit de ce qui précède, l'aide a été acheminée dans les régions par le biais des ONG, choisies par la délégation de l'Union européenne à Niamey, dans une opacité totale. Là, c'est grave. Parce qu'on ne sait pas ce qui a été acheminé avec l'aide. Le gouvernement du Niger se plaint de l'opacité totale de la distribution de cette aide. Les ONG n'ont pas été assermentées pour transporter cette aide par les autorités nigériennes. Et les autorités nigériennes se sont rendues compte qu'elles n'étaient même pas capables de connaître le contenu. Le contenu de l'aide. Qu'est-ce qu'il y avait dans les sacs qui ont été distribués à travers le Niger? Qui est certain qu'il y avait uniquement des denrées alimentaires, des médicaments. Et puis quels médicaments ont-ils été vérifiés? Qui a vérifié le contenu? Et si, à travers cette aide humanitaire, ce sont des armes qu'on faisait circuler avec des munitions? Puisque dans une résidence de l'Union européenne, là, à Niamey, on a trouvé la devise, la paix, on peut l'éviter. Oui, on a trouvé à Niamey, là, une résidence des forces de l'Union européenne. Elle avait pour devise la paix, on peut l'éviter. C'est-à-dire que les forces de l'Union européenne étaient très clairement à Niamey pour éviter qu'il y ait la paix, entretenir l'instabilité, selon cette devise qui a été retrouvée dans leur lieu de travail et de résidence. La paix, on peut l'éviter. Donc, comment on peut laisser des gens qui ont pour devise la paix, on peut l'éviter, distribuer de l'aide humanitaire dans l'opacité, sans qu'on sache le contenu que transportent leurs véhicules, ce qu'il y a dans les sacs, ce qu'il y a dans les sachets, ce qu'il y a dans les cartons, ce qu'il y a dans les malles. Qui sait ce qu'il y a dedans? Puisque votre devise, c'est la paix, on peut l'éviter. Vous pensez que votre devise nous a échappé? Une fois que nous avons le domaine de définition de la fonction, nous pouvons savoir comment la fonction se comporte dans le domaine de définition. Une fois que nous avons la devise d'une organisation, nous savons les conséquences de cette devise. Si vous êtes là pour éviter la paix, on imagine que vous évitez également la paix par des moyens humanitaires. Oui, on est libre de le penser. D'autant plus que
Vous agissez dans l'opacité. Le mot-clé lâché ici par la diplomatie nigérienne, c'est le concept d'opacité. C'est-à-dire on ne sait pas ce que vous transportez. Pour qui vous vous prenez? Vous venez dans le pays des gens, vous transportez des choses que les gens ne savent pas. Quelqu'un rentre dans ta maison avec un gros sac. Il circule, il passe dans la chambre. D'abord, tu ne lui as pas demandé de venir avec un gros sac. Tu ne l'attendais pas avec un gros sac. Il circule, il va dans la chambre. Il ressort avec un sac encore plus gros. Tu ne dis rien. Est-ce que c'est encore ta maison? Quelqu'un rentre dans ta maison avec des gros sacs. Il ressort, les sacs sont encore plus gros. Il revient avec des sacs plus gros. Il ressort avec des sacs encore plus gros. C'est toujours ta maison? Es-tu sûr de ce qu'il fait entrer et de ce qu'il fait sortir? Puisque tu ne l'en as pas autorisé et que tu n'as pas confiance en lui. Paragraphe suivant. Cette attitude de mépris à l'endroit des autorités nigériennes a conduit le ministre des Affaires étrangères de la coopération à convoquer le 14 octobre 2024 l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, dont le nom est d'ailleurs assez révélateur. Lors de cette convocation, il lui a été signifié de mettre fin aux opérations en cours. Voilà un paragraphe lumineux. Si l'Union européenne prétend que, eh bien, le Niger ment, qu'ils disent que M. Pinto da França n'a pas été convoqué. Le 14 octobre, le Niger a donné la date. Vous savez, quand ils donnent la date au Niger, c'est qu'ils ont les images. Ils ont la vidéo de ça. Ils ont les images, l'heure, tout. Ils ont même l'audio. Quand ils parlaient, là, les Nigériens ont les preuves de tout. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Donc, si on voulait dire que la diplomatie nigérienne ment, eh bien, on apporterait un démenti en disant l'ambassadeur Pinto da França n'a pas été convoqué du tout le 14 octobre 2024 et il lui a pas été demandé d'arrêter de procéder comme il procédait. L'Union européenne n'est pas capable de démentir ce fait. C'est un fait empirique et incontestable. Et donc, à partir de là, on se rend compte que le communiqué de l'Union européenne a menti. C'est un mensonge flagrant. Et les citoyens européens doivent protester. L'Union européenne vit avec nos impôts. C'est nous qui payons les impôts, qui permettent le fonctionnement de l'Union européenne. Et nous ne payons pas les impôts pour que l'Union européenne publie des communiqués mensongers en notre nom. Les citoyens européens doivent contester, protester, revendiquer des sanctions contre ceux qui mentent avec leurs impôts, qui produisent des communiqués mensongers sur l'action de l'Union européenne en Afrique. Mais le Niger dit, il s'appelle Pinto da França, histoire de dire qu'il s'appelle Pinto de France. Et que ce n'est pas un hasard. Qu'il a tendance à se comporter comme les autorités hostiles du régime actuel en France se comportent envers les autorités nigériennes. Et qu'ils ne sont pas très étonnés. Hein? Que M. Salvador Pinto de France, eh bien, les traite comme les actuelles autorités de France les traitent. Ah oui, c'est ça qui est dit là. Pourtant, il lui avait été demandé d'arrêter ça, de ne plus faire cela. Le Niger a fait preuve de compréhension, d'indulgence. Arrêtez de faire entrer votre prétendue aide humanitaire dans des cartons dont on ne connaît pas le contenu, dans des sacs dont on ne connaît pas le contenu, dans des malles dont on ne connaît pas le contenu. Arrêtez de les confier à des ONG que nous n'avons pas assermentées. Arrêtez de distribuer votre aide humanitaire dans notre pays sans notre autorisation expresse et formelle. C'est nous les intermédiaires de tout acheminement d'aide humanitaire ici. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous comprenez? Le 14 octobre, c'est cela qui a été fait. Mais le proverbe africain dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Oui, il s'assoit toujours de sa manière inimitable. Ce proverbe s'appliquerait volontiers ici au comportement de cet ambassadeur. Car il a dit, nonobstant cette mise en garde, le gouvernement a fait 2 mois plus tard le constat amer de la poursuite de l'exécution des opérations non autorisées. Est-ce que vous voyez la patience dont le Niger a fait preuve? Pendant 2 mois, le Niger s'est contenté de l'observer. Et pendant 2 mois, il a continué. Il a continué à recevoir de l'aide humanitaire non contrôlée.
Il a continué à distribuer de l'aide humanitaire par des ONG non autorisées. Il a continué à désobéir aux instructions fermes du gouvernement souverain du Niger. Quelle patience! Saluons les autorités nigériennes pour leur patience. Parce que je trouve même que cette patience est exagérée. 2 mois, c'est trop. En 2 mois, si le pays n'était pas solidement tenu, ces gens-là auraient pu monter une véritable opération de déstabilisation. 2 mois, c'est trop. Heureusement que le pays est bien tenu et qu'ils étaient surveillés à la loupe. Donc, c'est parce qu'il a persisté. On lui a donné l'occasion d'arrêter. Au regard de cet entêtement qui dénote un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec M. Salvador Pinto da França n'est plus possible et a par conséquent demandé officiellement son rappel et remplacement dans les plus brefs délais. Voilà encore un fait. Le gouvernement nigérien a demandé à l'Union européenne de reprendre ce monsieur et d'envoyer quelqu'un qui écoute quand on lui parle, comme diplomate. Voilà encore un fait. Si l'Union européenne veut démentir le Niger, elle devrait dire « Le Niger ne nous a pas demandé officiellement de reprendre l'ambassadeur. Le Niger ne nous a pas demandé officiellement d'envoyer un ambassadeur qui respecte les règles du Niger. » S'ils veulent démentir le Niger, voilà une occasion. Qu'ils disent ça. Les autorités nigériennes vont publier le courrier. D'où il est ajouté, il apparaît dès lors que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non celle de l'Union européenne. Voilà le désaveu public et international de l'Union européenne. Le flagrant délit de mensonge au Niger. Ce n'est pas l'Union européenne qui a donc rappelé son ambassadeur, c'est le Niger qui a demandé, exigé de l'Union européenne qu'elle rappelle son ambassadeur. Voilà les faits. Dans l'ordre chronologique, dans l'ordre logique, dans un ordre de nécessité. La conclusion est donc là. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur réaffirme l'engagement du Niger à travailler avec tous les pays et organisations épris de paix et de justice. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne sent pas trop cette Union européenne parce qu'elle a pour devise la paix, on peut l'éviter. Le Niger veut travailler avec des pays, des organisations qui sont éprises de paix et de justice. Non pas des organisations qui ont pour devise la paix, on peut l'éviter. Vous avez compris? C'est ce que le Niger dit là. Nous, on veut bien travailler avec des gens qui sont épris de paix et de justice. Or, M. Pinto da França, lui, il appliquait votre devise qu'on a trouvée dans votre villa à Niamey. La paix, on peut l'éviter. On ne veut pas travailler avec des gens qui veulent éviter la paix. Des gens qui, sous couvert d'humanitaire, nous font en réalité la guerre. On ne veut pas travailler avec eux. Le Niger n'est pas contre quelqu'un, mais il est contre ceux qui sont contre lui. Deuxième élément, ils veulent bien travailler, les Nigériens, avec ceux qui respectent leur souveraineté. Donc quelqu'un qui vient dans le pays des gens, et puis il se met à faire entrer des objets qui ne sont pas autorisés dans le pays, on n'en veut pas. Parce que le pays est souverain. Des gens qui respectent la dignité des Nigériens. Parce qu'il ne faut pas que l'aide humanitaire soit un moyen d'humilier. Les Africains doivent refuser toute forme d'aide humanitaire qui a une manière de les humilier. De les maintenir dans une position d'infériorité. Mieux vaut la dignité dans la pauvreté que la richesse dans le mépris. C'est la devise de l'Afrique libre, l'Afrique souveraine. Mieux vaut la pauvreté dans la dignité que la richesse dans le mépris. Car la valeur humaine ne se mesure pas à une quantité d'or. Une âme est une œuvre plus précieuse dans l'univers qu'un objet. Une âme, c'est le projet de bâtir une personne qui puisse participer sur les plans supérieurs de la vie, après sa mort, à l'œuvre créatrice du Tout-Puissant. Une âme humaine est un projet transitoire en vue de la création d'un ange, d'un ancêtre angélisé et d'une future divinité participant au co-héritage du gouvernement spirituel de l'univers. On ne joue pas avec une âme. Une âme n'a pas de prix. C'est un projet de participation
à l'œuvre de la vie infinie. Une âme. Et la vie n'est qu'une préparation à ce passage dans le monde ancestral, dans le monde angélique, que le profane appelle la mort, mais qui est en fait une naissance lorsque la vie a été bien accomplie. Une nouvelle naissance. Donc le Niger dit, notre dignité, elle n'a pas de prix. Notre dignité n'a pas de prix. C'est cela qui fait aujourd'hui la fierté des Africains quand ils regardent la politique nigérienne. Le Niger est dirigé par des hommes qui savent que la dignité n'a pas de prix. Et le communiqué rappelle ici la trilogie fondamentale de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. À savoir qu'ils vont travailler avec ceux qui respectent la paix et la justice africaine, et la justice africaine, la souveraineté africaine, la dignité africaine, les choix stratégiques nationaux des Africains et les intérêts des populations africaines. Vive ce Niger, qui sous le CNSP redonne à l'Afrique une fierté qu'elle avait perdue. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, qui, dans la même veine, constitue les étoiles polaires de la résistance africaine et de la résurrection de l'espérance africaine contemporaine. Ce sont ces valeurs de civilisation qui firent les plus grandes Africaines et les plus grands Africains du passé. Ce sont elles qui font les grandes et les grands Africains d'aujourd'hui. Ce sont elles qui feront les grandes Africaines et les grands Africains de demain. Ce sont les valeurs de la grandeur africaine de toujours. Je voudrais saluer le ministre Bakari Yahou Sangaré, chef de la diplomatie nigérienne, pour cet excellent camouflet méthodique, pédagogique, infligé à cette représentation condescendante et paternaliste de l'Union européenne au Niger. Oui, dans cet épisode, toute l'Afrique apprend que l'humanitaire n'est pas qu'humanitaire. Que l'humanitaire est l'un des points faibles par lesquels l'Afrique est aisément attaquable et attaquée. Que derrière l'aide humanitaire se déguise souvent l'affaiblissement militaire. Que derrière l'aide humanitaire, des convois d'espions entrent dans les entrailles de la mer Afrique. Que l'aide humanitaire a des accents et des côtés délétères. Qu'il n'y a pas de cadeau-cadeau dans ce monde où les États n'ont que des intérêts. Il y a rarement des cadeaux-cadeaux. Il ne faut pas croire aux cadeaux-cadeaux. Quand il avait encore son cerveau, Tikendia Fakoli l'a chanté. Ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Oh. Si tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Ils ne font rien pour rien. Oh. Si tu les vois dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. L'humanitaire n'est pas là pour rien. L'humanitaire n'est pas là pour rien. Oh. Si vous les voyez dans nos ghettos, attention, ils ne font rien pour rien. Ceux qui dormaient encore, ou que ce soit à travers le continent africain, avec la main tendue, en espérant la pitié du monde, sachez que c'est dans cette pitié-là qu'on nous enterre. Ceci nous rappelle, comme deux gouttes d'eau, la dialectique des 3 M qui a rendu possible la colonisation. Vous connaissez la dialectique des 3 M? 3 M. 3 grosses lettres M. Ils commencèrent par envoyer d'abord des missionnaires. Les missionnaires, comme disait Jomo Kenyatta, en profitèrent pour nous apprendre à prier les yeux fermés. Quand ils commençaient à nous apprendre à prier les yeux fermés, Jomo Kenyatta fait remarquer que eux, ils avaient leur Bible et nous, on avait nos terres. Quand nous ouvrîmes les yeux, après avoir prié comme il voulait, abracadabra,
Ils avaient nos terres et nous avions leur Bible. Les propriétaires de l'Afrique avaient changé de main. Astaghfirullah. D'abord les missionnaires. Je lisais un article très intéressant. Ils étaient même allés jusqu'à modifier la Bible. Il y avait une Bible pour les esclaves. The Bible of the Slaves. Avec laquelle ils enseignaient leur christianisme, que dis-je, leur crétinisme, aux Africains exploités et dominés. Ils avaient enlevé de la Bible des esclaves tous les paragraphes, tous les chapitres, tous les livres qui pouvaient inspirer la contestation de la domination. Ils avaient enlevé ça. La Bible des esclaves était différente de la Bible, eh bien, des maîtres. La Bible des esclaves était vidée de tout livre qui pouvait suggérer l'esprit de liberté, l'esprit de justice, l'esprit de révolte contre l'abomination. Tout ça, on a enlevé. Et on faisait lire aux nègres la Bible qui leur disait, c'est bien, restez comme vous êtes. Soyez soumis. Ça, c'était le premier M. Ensuite, il y a eu un deuxième M. Ce sont les marchands, avec de la pacotille. Ils sont venus avec de la pacotille, du toc-toc. C'est ça la pacotille. Des marchandises éphémères, des marchandises à obsolescence contrôlée, à durée limitée. Avec ce toc-toc, la verroterie, le clinquant, ils se sont mis à tromper massivement les Africains. Et comme les Africains, eh bien, avaient déjà été progressivement mis en difficulté face à leur propre tradition, on leur avait appris à mépriser leur propre religion. Eh bien, les Africains se sont mis à courir après ce clinquant, cette pacotille. Et alors là, ce double endormissement rendait possible le troisième coup, l'estocade finale. Le troisième M, l'M militaire. Les soldats débarquèrent. C'est à coups de canon qu'ils pénétrèrent dans les terres, de razzia, de déportation, d'extermination. La colonisation était lancée. La dialectique des trois M. Cette dialectique des trois M n'est jamais finie. Ce que j'appelle l'impérial terrorisme, dans le livre que je publierai et que j'édite bientôt à Bamako au Mali, l'impérial terrorisme, la forme actuelle de l'agression occidentalo-orientale contre l'Afrique, je montre que la dialectique des trois M est encore là. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont mis devant? Des pseudo-musulmans. Comme avant, ils avaient mis devant des pseudo-chrétiens. Ils ont mis des pseudo-musulmans. Ils les appellent les djihadistes. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Des drogués, des bandits, des mercenaires de grand chemin. Des enfants sans foi ni loi. Ceux que on appelle chez moi à Douala Balor Pikin. Des enfants maudits. Ils les ont mis en première ligne. Ils leur ont dit, faites-vous appeler djihadistes, laissez pousser votre barbe, lisez 2 ou 3 versets du Saint-Coran, salissez bien l'islam par votre comportement. Djihadistes. Même le mot djihad, ils ont sali le mot djihad. Djihad qui, dans la noblesse de l'islam spirituel, signifie le combat contre les péchés. La lutte de la volonté pour se soumettre à la bonté, à la miséricorde, à la grâce d'Allah. Ils ont changé même la définition de djihad. Pour ne retenir que la lutte pour imposer par l'épée ma croyance à un autre. Même quand l'autre est musulman, on dit aux soi-disant djihadistes, tue ton frère musulman. Il est déjà musulman, hein. Tue-le pour qu'il soit musulman. Hein? Il sera musulman après sa mort. Tue-le. Voilà ce que leur doctrine. Donc, on a toujours M. Avant, on disait missionnaire. Maintenant, ils ont créé des faux musulmans, des faux M. Des mercenaires. Là, c'est les mercenaires. Ils ont mis les mercenaires devant. Ils ont juste inversé la dialectique. Avant, les militaires venaient après. Hein, les mercenaires, les truands, les tueurs, là, ils venaient après. On envoyait d'abord les missionnaires pour flatter les Africains. Le Seigneur est en danger, alléluia, donnez-lui un peu d'argent, alléluia. Même 5 francs si vous avez, alléluia. Les petits Africains, hein, après on dit, ton père, il a une case sacrée, il y a une case sacrée ici dans le village, brûlez ça, c'est Satan. Ce sont les œuvres de Satan. Où est-ce qu'il y a où se trouve votre bois ancestral? Où est-ce que vos ancêtres
vous demandez d'aller toujours faire les bénédictions et les purifications. C'est là-bas, en Gorlitouba. Barrez la route vers là, c'est Satan qui est là-bas. N'allez pas là. Vous avez un fleuve ici où quand vraiment il y a eu un problème très grave, on s'en va prier, demander à Dieu à travers les ancêtres de bénir les enfants malades, tout ça là. Vous avez un fleuve comme ça, il est où? On dit montrer ça. Non, détournez l'eau du fleuve là, c'est Satan. Oh, c'est quoi ça? Tout ça c'est les démons. On a diabolisé toute l'Afrique. Comme si Satan et ses démons, c'est seulement en Afrique qu'ils étaient venus s'installer. Eux, ils n'ont pas de fleuve du diable ici. Hein. Leurs fleuves sont sacrés, leurs pierres sont sacrées. Tout chez eux est sacré, à condition que le monde entier se soumette à ça. Pour nous, non. Tout est diabolique. Hein? Je tiens le was de mes ancêtres. Ça c'est, j'imagine les plus naïfs d'entre eux. Hein? Et les esprits qu'ils ont lobotomisés. Ah, ça c'est la sorcellerie, c'est le satanisme. Ouais, Nyamsio, Nyamsio, Nyamsio est sorcier. Ouais, mes ancêtres tenaient ça. C'est justement parce que nous avons oublié de continuer que les gens ne nous prennent pas au sérieux sur la terre. Notre terre africaine est sacrée. La tradition de nos ancêtres aussi est sacrée. Et tout ce que nos ancêtres faisaient de juste et de bon, nous là on fait ça, on va faire. Tout ce que nos ancêtres faisaient de juste, de bon, de justifié, de profond, on fait et puis on va faire. Vous comprenez? Oui, on fait et puis on va faire. Voilà, c'est ça la renaissance africaine. C'est pas autre chose, c'est pas compliqué. Vous avez votre compréhension du sacré, nous avons la nôtre. C'est tout, ça s'appelle le monde multipolaire. Multipolaire. Vous pouvez vous inspirer de nous aussi, hein. Comme nous pouvons nous inspirer de vous. Parce que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger, mais enfin quand même, chacun a sa manière d'aller au ciel. Oui ou non? C'est comme ça. Vous pensez que nos ancêtres vous ont attendu pour connaître Dieu? Nos ancêtres vous ont attendu pour connaître le monde spirituel? La civilisation africaine est première civilisation de l'humanité. Donc s'il y a une civilisation qui a initié la relation de l'homme au spirituel, que vous appellerez plus tard la religion, c'est la civilisation de mes ancêtres. Moi là. Donc quand tu te tiens devant moi, ne crois pas que tu as affaire à quelqu'un qui a besoin de se légitimer par toi. Non, je suis légitime en moi et par mes ancêtres angélisés. J'ai un chemin qui mène de moi à Dieu. Comme tu as ton chemin qui mène de toi à Dieu. Chacun par la voie de ses ancêtres. Ojoa, Normé Longueur, Alama Ouedzoni. Et c'est cette idée simple que les Africains sont en train de s'approprier. Avant, les Africains avaient honte de ça. Oh, les Africains rasaient les murs. Ouais. Oh. Si on apprend que je suis allé m'arrêter devant la case sacrée de mes ancêtres pour dire, on me persécute en France. Vous voilà, regardez ce qu'ils sont en train de faire. J'intercède auprès du Tout-Puissant par vous, que tous ceux qui me persécutent le regrettent. On dit non, ça c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Mais on retrouve exactement la même structure dans la prière chrétienne ou dans la prière musulmane. Dans toute prière humaine, on passe par quelqu'un pour s'adresser au Tout-Puissant. On s'inspire de quelqu'un. Toutes les religions ont des prophètes. Qui sont les prophètes? Les prophètes sont des exemples, des gens qui montrent le chemin. Oui ou non? Mais ils jouent le rôle de l'ancêtre dans la tradition africaine. Vous comprenez? Donc là, décomplexez-vous. Hein. S'il y a encore des Africains qui sont dans des chaînes mentales là, etc., décomplexez-vous. Hein, c'est trop tard. 21e siècle, Africains Gaou. Les Africains Gaou sont restés au 20e siècle. Les Africains Ignata sont restés au 20e siècle. Là, au 21e, c'est les Africains Yéré. Yéré veut dire Abidjan, qui voit clair dedans. L'Africain doit voir clair dans le jeu de ce monde. Et il ne faut plus qu'il se le fasse expliquer. Il faut le jouer avec ses propres cartes, avec ses propres jokers. Vous comprenez? Et c'est ça. Voilà la passion que nous avons pour les 3 étoiles du Sahel. Voilà pourquoi le Mali, le Burkina et le Niger nous font tellement plaisir. Nous ragaillardissent, nous rassurent, nous renforcent dans la conviction de la justesse de notre combat. Vous avez vu les conséquences au niveau du programme de réécriture fondamentale de l'histoire du Niger? Vous avez vu les conséquences au niveau de l'architecture monumentale du Niger qui est en train de changer?
Les colons sont en train d'être dégagés de l'espace, les uns après les autres. Parce que, écoutez, quand vous monumentalisez ceux qui vous ont tués, comment voulez-vous être libre? Dans votre espace de vie quotidienne, il y a des monuments de ceux qui vous ont tués allègrement et qui ont dit que vous étiez des sous-hommes. Quand vous avez ce genre de monuments dans votre espace, comment voulez-vous créer une société de liberté, de prospérité, de dignité partagée? Toute l'Afrique est couverte de monuments à ceux qui ont massacré les Africains. Astaghfirullah. Où allez-vous trouver les ressources mentales, les ressources intellectuelles, morales, spirituelles, de créer une société de liberté, alors que vous êtes entouré de symboles de votre inhumanité, de votre déshumanisation, de symboles de votre aliénation? Vous roulez sur des boulevards qui sont dédiés à des gens qui vous ont massacré en rigolant. Des boulevards qui sont dédiés à des gens qui ont fraudé votre indépendance. Des gens qui ont volé votre or, volé votre diamant, déporté vos parents. Ils ont leur nom sur vos avenues, sur vos bâtiments. Ils ont leur nom. Comment voulez-vous vous émanciper en étant enchaîné à ce niveau-là? Voilà. Le travail de la diplomatie nigérienne, dirigé ici par le ministre Bakary Yahou Sangaré, est remarquable. Le président Abdourahmane Tiani et ses compagnons tracent un chemin lumineux. Et l'Afrique doit marcher comme ça. Voilà enfin, avec eux là, avec le Mali, le Burkina et le Niger, chaque Africain comprend la diplomatie, n'est-ce pas? Je crois que pendant très longtemps, beaucoup même de gens qui ont plus de 50 ans comme moi, ont été habitués à devoir faire un effort extraordinaire pour comprendre ce que les diplomates racontent. Pourquoi? Parce que nous avons hérité d'une diplomatie néocolonisée, une diplomatie de la langue de bois. Et ce que le Niger, le Mali, le Burkina Faso font est extraordinaire pour les Africains. C'est une aide à l'intelligence africaine. Les jeunes Africains qui vivent maintenant et qui lisent des communiqués comme ça comprennent plus vite la politique que nous, on pouvait la comprendre dans les années 80. Dans les années 80, quand tu prenais un communiqué camerounais ou ivoirien, un communiqué politique pour lire, massa. Mais il te fallait être outillé à un niveau pas possible pour deviner le mensonge. Tellement le communiqué était lisse. Ils ont été habitués à mentir au peuple. Aujourd'hui, quand tu prends le communiqué que le Niger a pondu là, pour répondre à la pendaison de l'Union européenne, mais tu es clos comme un œuf. Tu es comme un poussin frais. Tu dis, ah, là, la politique a un sens. Là, on comprend la politique. Ça a un sens de faire de la politique. Ça vaut le coup d'avoir un ministre des Affaires étrangères. C'est pour cela qu'on veut avoir des ministres. Pour qu'ils fassent ce travail. Bravo. Bravo, bravo. Passons au sujet suivant. Bon. Donc, de manière incontestable, l'Union européenne a menti. Le Niger a dit la vérité. C'est vrai le matin, c'est vrai à midi, c'est vrai le soir, c'est vrai à minuit. Et ce sera vrai sur cette affaire-là, ad vitam aeternam. Le Niger a dit la vérité. C'est dommage, hein? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.